Marine serrait fort la main de sa fille Sophie en marchant sur l'avenue Foch, au cœur du 16e arrondissement de Paris. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur l'asphalte, mais elle sentait à peine la chaleur. Son esprit était bien trop occupé par des chiffres qui ne tombaient pas juste, des factures en retard et cette sensation d'étouffement qui l'accompagnait depuis des semaines. L'argent de son dernier travail comme femme de ménage s'était épuisé il y a 5 jours et le loyer serait dû dans 1 semaine. Sophie, du haut de ses 6 ans, regardait sa mère avec ses grands yeux curieux, percevant la tension mais sans comprendre complètement le poids qu'il portait. Marine avait vu l'annonce sur un groupe d'emploi sur Facebook. La description était directe, presque désespérée. Un homme d'affaires veuf cherchait une gouvernante pour ses jumeaux de 6 ans. Le salaire proposé était 3 fois plus élevé que tout ce qu'elle avait vu. Cela semblait trop beau pour être vrai, et Marine savait que lorsque quelque chose semblait trop beau, il y avait généralement une raison. Mais elle n'avait pas le choix. Elle devait essayer. Le portail électrique de l'hôtel particulier s'ouvrit lentement après qu'elle eut appuyé sur l'interphone. La demeure était imposante, avec des jardins parfaitement entretenus et une façade de verre et de béton qui criait la richesse. Marine sentit son estomac se nouer. Elle n'appartenait pas à ce monde. Ses vêtements simples, son sac usé, ses chaussures qui commençaient à montrer des signes d'usure, tout cela criait la différence entre elle et les gens qui vivaient ici. Un homme grand ouvrit la porte avant même qu'elle ne sonne. Raphaël devait avoir environ 35 ans, des cheveux sombres légèrement en désordre et des cernes profonds qui trahissaient des nuits sans sommeil. Il portait une chemise, sans cravate, les manches retroussées jusqu'au coude, et une tension visible pesait sur ses épaules. « Excusez-moi pour l'heure, dit-il d'une voix rauque. Je sais que j'avais dit 15 heures, mais j'ai eu une réunion qui s'est prolongée. Entrez, je vous en prie. » Marine hocha la tête et entra, gardant Sophie près d'elle. L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant, avec une grande hauteur sous plafond, des œuvres d'art au mur et un escalier en marbre menant à l'étage. Tout était impeccable, mais il y avait quelque chose d'étouffant dans le silence qui emplissait chaque pièce. « Vous êtes la 17e personne que j'interviewe, » dit brusquement Raphaël en se dirigeant vers le salon. « Les 16 autres ont abandonné. Certaines le premier jour, d'autres ont tenu 1 semaine. La plus résistante est restée 9 jours. » Marine déglutit. Pourquoi ont-elles abandonné? Raphaël s'arrêta et se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait en eux une intensité qui la fit reculer d'un demi-pas. « Mes enfants ne parlent pas, » dit-il simplement. « Pas depuis que ma femme nous a quittés il y a 8 mois. C'étaient des enfants normaux, bavards même. Maintenant, c'est le silence. Les médecins disent qu'il n'y a rien de physique. C'est un traumatisme, un mutisme sélectif, ils lui donnent plusieurs noms. Mais le résultat est le même. 2 garçons de 6 ans qui n'émettent pas le moindre son. » Marine sentit son cœur se serrer. Elle connaissait le traumatisme, elle connaissait le silence, elle connaissait la douleur qui ne tenait pas dans les mots. Et imaginer 2 enfants portant cela lui fit ressentir une pointe d'empathie qui transperça sa peur. Les autres candidates disaient qu'elles ne supportaient pas le silence, continua Raphaël en se remettant à marcher. Elles disaient que la maison semblait hantée, que les garçons les fixaient d'une manière troublante, qu'elles se sentaient jugées par des fantômes. L'une d'elles est partie en courant sans même demander son salaire de la journée. « Et vous » demanda doucement Marine. « Comment gérez-vous cela » Raphaël s'arrêta de nouveau, se retournant cette fois lentement. « Je ne gère pas, » admit-il, la voix se brisant légèrement. « Je me réveille. Je vois mes fils communiquer par gestes. J'essaie de comprendre ce dont ils ont besoin. Je travaille toute la journée pour ne pas devenir fou en y pensant, et je rentre à la maison pour encore plus de silence. C'est comme vivre dans un tunnel sans fin. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui reste avec eux pendant que je travaille, quelqu'un qui n'abandonne pas. » Marine regarda Sophie qui se tenait tranquillement à côté d'elle, puis de nouveau Raphaël. « J'ai besoin de ce travail, dit-elle avec honnêteté. Je ne vais pas mentir et dire que je n'ai pas peur, parce que j'ai peur, mais j'en ai plus besoin que je n'ai peur. Et je sais m'occuper des enfants. Je sais être patiente. » Raphaël étudia son visage un long moment. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de désespoir et d'espoir prudent. « Voulez-vous les rencontrer » Marine acquiesça, serrant la main de Sophie.
Raphaël les guida à l'étage, chaque marche résonnant dans le silence oppressant de la maison. Au deuxième étage, il s'arrêta devant une porte blanche, avec des autocollants de super-héros collés de manière désordonnée. « Ils sont dans leur chambre, » dit-il, la main sur la poignée. « Je vais les prévenir que nous avons de la visite. S'il vous plaît, ne soyez pas effrayés par leur réaction, ou par leur manque de réaction. » Il ouvrit la porte et Marine vit une chambre spacieuse, pleine de jouets qui semblaient peu utilisés. Il y avait 2 lits, un de chaque côté de la pièce, et entre eux, assis par terre, se trouvaient 2 garçons identiques. Michel et Gabriel étaient minces, avec des cheveux bruns lisses et des yeux sombres, qui paraissaient trop grands pour leur visage. Ils portaient des vêtements assortis, des pantalons de survêtement et des t-shirts bleus, et assemblaient quelque chose avec des blocs de construction, leurs mains se déplaçant en parfaite synchronie. « Les garçons, dit doucement Raphaël, voici Marine. Elle viendra peut-être travailler avec nous. » Les jumeaux ne se tournèrent pas immédiatement. Ils continuèrent à construire comme s'ils n'avaient pas entendu. Marine était sur le point de faire un pas en arrière quand, soudain, Michel leva les yeux. Son regard croisa le sien, et quelque chose se produisit. Quelque chose que Marine ne pouvait expliquer mais qu'elle sentit jusqu'à la moelle des os. Le garçon se figea complètement, les blocs tombant de ses mains. Gabriel, remarquant le changement chez son frère, leva également les yeux. Et puis, au grand choc de Raphaël et de Marine, les 2 garçons se levèrent d'un bond. Ils ne coururent pas, ne firent pas de bruit, mais se déplacèrent avec une urgence qui frisait le désespoir. Michel arriva le premier, ses petites mains atteignant le visage de Marine avec des doigts tremblants. Gabriel était juste derrière, faisant de même de l'autre côté. Il touchait son visage, ses cheveux, comme s'il vérifiait qu'elle était réelle. Et puis, ils se mirent à pleurer. Des larmes silencieuses coulaient sur leurs joues, tandis qu'ils s'agrippaient à Marine, leur petit corps tremblant. Marine, complètement déconcertée, regarda Raphaël qui était blême, la bouche ouverte sous le choc absolu. « Ils ne... » murmura-t-il, la voix s'éteignant. « Ils ne font jamais ça, avec personne. Même pas avec moi. » Marine sentit ses propres larmes menacées de couler, tandis qu'elle serrait instinctivement les 2 garçons dans ses bras, qui se pressaient contre elle comme s'ils se noyaient et qu'elle était le seul morceau de terre ferme. Sophie, à côté de sa mère, regardait les jumeaux avec curiosité et quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. « Je ne comprends pas, » murmura Marine, sentant son cœur battre la chamade. « Pourquoi font-ils ça ?» Raphaël s'approcha lentement, comme s'il avait peur de briser l'instant. Il regardait ses fils avec un mélange de soulagement, de confusion et quelque chose de plus profond, quelque chose qui semblait douloureux. « Je ne sais pas, » dit-il, la voix étranglée. « Mais pour la première fois en 8 mois, je vois une émotion en eux, une once de vie. » Michel et Gabriel ne lâchaient pas Marine. Leurs doigts agrippèrent sa blouse, leur visage caché contre son corps. Ils tremblaient, et Marine pouvait sentir l'intensité de ce qu'ils ressentaient à travers leur étreinte désespérée. « Quand pouvez-vous commencer ?» demanda soudain Raphaël, et il y avait une urgence dans sa voix qui n'existait pas auparavant. « Quand pouvez-vous commencer? Demain? Aujourd'hui ?» Marine le regarda, serrant toujours les garçons dans ses bras. « Je... » commença-t-elle, mais Raphaël l'interrompit. « Peu importe ce que vous espériez gagner, je double, » dit-il rapidement. « Je triple. Ne partez pas, c'est tout. Quoi que vous soyez en train de faire avec eux, s'il vous plaît, n'arrêtez pas. » Marine sentit le poids de la décision tomber sur ses épaules. Elle regarda Sophie, qui hocha légèrement la tête, comme si elle comprenait l'importance de ce moment. Puis elle baissa les yeux vers les 2 garçons qui s'accrochaient encore à elle, comme si leur vie en dépendait. « Je peux commencer demain matin, dit-elle finalement, et elle sentit les jumeaux la serrer encore plus fort, comme s'ils avaient peur qu'elle disparaisse. Raphaël laissa échapper un soupir de soulagement si profond que ses épaules s'affaissèrent. « Merci, dit-il, et il y avait une gratitude sincère dans sa voix. « Merci. » Marine ne le savait pas encore, mais ce moment allait changer sa vie de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors que les jumeaux la lâchaient enfin à contre-cœur et la regardaient avec des yeux encore pleins de larmes, elle sentit un frisson parcourir son échine. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier qu'elle ne parvenait pas à identifier, quelque chose qui lui donnait l'impression de regarder dans un miroir brisé, reflétant des fragments d'une vérité
qu'elle ne pouvait pas encore voir entièrement. Marine arriva à l'hôtel particulier à 7 heures du matin, comme Raphaël l'avait demandé. Sophie était à l'école, et elle ressentait une anxiété différente ce jour-là, un mélange d'attente et de quelque chose de plus sombre qu'elle ne pouvait nommer. La nuit précédente avait été agitée, pleine de rêves fragmentés de 2 garçons pleurant en silence, et d'un sentiment persistant que quelque chose était sur le point de changer irrévocablement dans sa vie. Raphaël l'accueillit à la porte, déjà habillé pour le travail dans un costume impeccable, mais les cernes étaient toujours là, peut-être même plus profonds. Il semblait nerveux, ses mains ajustant sa cravate à plusieurs reprises. « Les garçons se sont réveillés à 6 heures, dit-il en lui tendant une liste manuscrite. Ils ont déjà pris leur petit déjeuner. Cette liste contient leurs horaires, leurs préférences alimentaires, les numéros d'urgence. Mon portable est en haut de la liste. Pour quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. J'essaierai de rentrer plus tôt aujourd'hui. » Marine prit la liste et hocha la tête, remarquant que sa main tremblait légèrement en la lâchant. « Tout ira bien, dit-elle, plus pour le rassurer que par certitude. Je vais m'occuper d'eux. » Raphaël la regarda un long moment, comme s'il essayait de lire quelque chose sur son visage. « Hier, c'était la première fois que je les voyais réagir à quelqu'un de cette façon, dit-il à voix basse. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais j'ai de l'espoir. L'espoir que vous puissiez peut-être les atteindre d'une manière que je n'ai pas réussi. » Avant que Marine ne puisse répondre, elle entendit des pas légers dans l'escalier. Michel et Gabriel descendaient lentement, leurs yeux fixés sur elle, avec la même intensité troublante que la veille. Ils portaient des uniformes scolaires identiques, mais leurs pieds étaient nus. Arrivés en bas de l'escalier, ils s'arrêtèrent, se contentant de la regarder. « Je vais travailler maintenant, » dit Raphaël à ses fils, sa voix douce mais ferme. « Marine va rester avec vous. Soyez sages. Je vous aime. » Les jumeaux ne répondirent pas, même pas par un geste. Ils continuèrent simplement à regarder Marine, et elle pouvait sentir le poids de ce regard, comme s'ils évaluaient chaque détail d'elle, mémorisant chaque trait. Raphaël soupira, embrassa le sommet de la tête de chaque garçon, et partit, la laissant seule avec eux pour la première fois. Le silence était assourdissant. Marine pouvait entendre le tic-tac d'une horloge quelque part dans la maison, le bourdonnement lointain de la climatisation, le son de sa propre respiration. Les jumeaux ne bougeaient pas, l'observant simplement de leurs yeux sombres et insondables. « Bon, dit Marine en forçant un sourire, voyons cette liste. Et si vous mettiez vos chaussures pour l'école? Le bus passe dans 40 minutes. » Michel et Gabriel échangèrent un regard, une communication silencieuse qu'elles ne pouvaient déchiffrer. Puis, au lieu de monter chercher leurs chaussures, Gabriel fit un pas vers elle. Il tendit la main, et Marine, sans comprendre, la prit. Immédiatement, Michel prit son autre main, et ensemble, ils commencèrent à la tirer vers l'escalier. « Attendez, » dit Marine confuse. « Les chaussures? L'école ?» Mais les garçons ne s'arrêtèrent pas. Ils la guidaient avec détermination, montant l'escalier, leurs petites mains fermes tenant les siennes. Il y avait une urgence dans leurs mouvements qui la fit cesser de résister. Ils la menèrent dans le couloir, passant devant leur chambre, jusqu'à une porte fermée au bout du couloir. Michel lâcha sa main un instant pour ouvrir la porte, révélant ce qui était clairement la chambre principale de la maison. La pièce était vaste et bien décorée, mais une couche de poussière sur les meubles indiquait qu'elle n'avait pas été utilisée depuis des mois. Le lit était fait avec une perfection excessive, les oreillers alignés avec une précision militaire. Tout était trop bien rangé comme un décor préservé. Les jumeaux la tirèrent à l'intérieur, la menant jusqu'à une bibliothèque en acajou contre le mur. Gabriel désigna une étagère spécifique où se trouvaient plusieurs albums photos. Il regarda Marine, puis les albums, puis de nouveau Marine, comme s'il disait quelque chose d'évident qu'elle devrait comprendre. Marine hésita, sentant qu'elle envahissait quelque chose de privé et de sacré. « Vous voulez que je voie les photos ?» demanda-t-elle doucement. Les 2 garçons hochèrent vigoureusement la tête, et il y avait une telle insistance dans leurs gestes que Marine n'eut pas le courage de refuser. Elle prit le premier album et s'assit sur le bord du lit, les jumeaux se blottissant de chaque côté d'elle. Elle ouvrit la première page et vit des photos d'un mariage. Raphaël était plus jeune, souriant largement aux côtés d'une belle femme aux longs cheveux bruns et aux yeux clairs. « Daniel », supposa Marine,
l'épouse que Raphaël avait mentionnée. Elle tourna lentement les pages. Photos de la lune de miel, photos d'une maison en cours de décoration, photos de Danielle enceinte, son ventre s'arrondissant, et puis les photos des bébés, des jumeaux nouveau-nés, petits et rouges, enveloppés dans des couvertures bleues. Raphaël apparaissait radieux sur les photos, les tenant tous les deux avec soin. Mais Danielle, nota Marine avec un frisson, avait quelque chose d'étrange dans son regard. Même sur les photos où elle tenait les bébés, son sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait une distance en eux, une absence qui devenait plus prononcée à chaque photo. Marine continua de tourner les pages. Les garçons grandissant, 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur chaque photo, Raphaël semblait impliqué, aimant, présent. Mais Danielle devenait progressivement plus distante. Il y avait des photos où elle était dans un coin du cadre, à moitié floue. D'autres où elle regardait loin de l'appareil. Et sur les dernières pages, elle n'apparaissait presque plus, comme si elle s'effaçait progressivement du récit familial. La dernière photo était celle d'un 5e anniversaire. Les jumeaux étaient devant un gâteau avec des bougies, mais ne souriaient pas. Danielle était assise à table, mais elle regardait par la fenêtre, son visage un masque d'absence. Raphaël essayait d'animer les garçons, mais une tension visible pesait sur ses épaules. C'était une photo profondément triste, capturant un moment qui aurait dû être heureux, mais qui était imprégné de mélancolie. Marine referma l'album, sentant sa poitrine se serrer. Elle regarda les jumeaux qui l'observaient avec attente. « Vous vouliez que je voie ça, dit-elle, à voix basse. Plus une affirmation qu'une question. Vous vouliez que je sache pour votre mère. » Michel hocha la tête puis glissa du lit, se dirigeant vers la table de chevet. Il ouvrit le tiroir et en sortit une petite boîte en bois. Il revint près de Marine et posa la boîte sur ses genoux, la regardant de ses yeux intenses. Gabriel se rapprocha, son corps pressé contre le sien, comme s'il avait besoin du contact physique pour avoir le courage de continuer ce qu'ils essayaient de lui montrer. Avec des mains tremblantes, Marine ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement organisés. Elle prit le premier et son cœur s'arrêta un instant. C'était un acte de naissance. Michel Dubois-Martin, clinique de la Muette, Paris. Date de naissance, 23 mars 2019. Heure, 3h42 du matin. Elle prit le deuxième acte avec des doigts engourdis. Gabriel Dubois-Martin. Même clinique, même date. Heure, 3h46 du matin. Le monde sembla basculer. Marine cligna des yeux, relut les informations, sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas possible. Mais c'était là, noir sur blanc, impossible à nier. Clinique de la Muette. 23 mars 2019, au milieu de la nuit. Elle avait accouché à la clinique de la Muette, à la même date, au milieu de la même nuit. Sophie était née à 3h45. Marine s'en souvenait parce qu'elle avait regardé l'horloge sur le mur de la salle d'accouchement, marquant le moment exact où sa fille était venue au monde. Entre les jumeaux, sa Sophie était née exactement entre les jumeaux. Marine sentit la pièce tourner. Elle agrippa les actes de naissance, sa respiration devenant superficielle. Elle se souvenait de ce jour avec une clarté douloureuse. Elle se souvenait d'avoir vu des bébés, plus d'un bébé, après l'accouchement. Elle se souvenait d'avoir demandé, confuse par l'anesthésie et l'épuisement, combien de bébés elle avait eu. Elle se souvenait des infirmières, riant gentiment, disant qu'il était courant d'avoir des hallucinations, que le corps subissait beaucoup, qu'elle n'avait qu'une seule belle-fille en bonne santé. Mais elle avait vu. Elle était sûre d'avoir vu d'autres bébés. 2, peut-être. Mais on l'avait ensuite convaincue qu'elle se trompait, que c'était l'effet de l'anesthésie, du traumatisme de l'accouchement. Et elle, jeune, seule, effrayée, les avait crus. Elle avait refoulé ce souvenir, l'avait classé comme un délire, causé par le stress. Mais si ce n'en était pas un? Marine regarda les jumeaux qui l'observaient avec une intensité qui avait maintenant un sens. Ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ces 2 enfants de 6 ans savaient, ou du moins, ils le sentaient. Ils reconnaissaient quelque chose en elle, quelque chose de viscéral et d'impossible à ignorer. Elle regarda de nouveau les actes de naissance, puis les garçons, puis de nouveau les actes de naissance. Ses mains tremblaient tellement que le papier bruissait. Michel posa sa petite main sur la sienne, un geste de réconfort qui lui brisa le cœur.
Gabrielle se rapprocha, posant sa tête sur son épaule. « Ça ne peut pas arriver, » murmura Marine pour elle-même. « Ce n'est pas possible. » Mais au plus profond de son être, dans un endroit au-delà de la logique et de la raison, elle savait. Elle savait avec la même certitude qu'elle avait su que Sophie était sa fille au moment où on l'avait placée dans ses bras. Ces garçons, ces jumeaux silencieux et traumatisés, essayant de dire quelque chose que leur voix ne pouvait exprimer. Ils essayaient de dire qu'ils reconnaissaient leur mère biologique en la voyant. Et que la femme qui les avait élevés, la femme sur les photos au regard distant et absent, n'avait jamais vraiment été la leur. Marine ferma les yeux, serrant les actes de naissance contre sa poitrine. Les implications étaient monumentales, impossibles à traiter. Si c'était vrai, s'il y avait eu une terrible erreur, cela signifiait que Sophie n'était pas sa fille biologique. Cela signifiait que ces deux garçons l'étaient. Cela signifiait que pendant 6 ans, 4 personnes avaient vécu des vies échangées, des amours mal dirigés, des liens perdus. Cela signifiait que tout ce qu'elle pensait savoir sur sa maternité était un mensonge construit sur une erreur hospitalière catastrophique. Et cela signifiait aussi que Daniel avait su, ou du moins senti. Ce regard distant sur les photos, cette absence croissante, n'était peut-être pas de la dépression ou du rejet envers ses enfants. C'était peut-être l'instinct d'une mère criant que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas ses bébés, que quelque part, sa vraie fille grandissait avec quelqu'un d'autre. Assez pour la pousser à bout, pour lui faire perdre le contrôle ce jour fatal. Marine ouvrit les yeux et rencontra 4 yeux sombres fixés sur elle, attendant. Les jumeaux ne disaient rien, mais ils n'en avaient pas besoin. Leurs expressions disaient tout. Elles disaient que finalement, enfin, quelqu'un comprenait. Quelqu'un voyait la vérité qu'ils ne pouvaient pas exprimer avec des mots. Quelqu'un reconnaissait le lien qu'ils avaient senti dès l'instant où ils l'avaient vu. « Il faut que j'aille à cette clinique », dit Marine à voix haute, plus pour elle-même que pour les garçons. « Il faut que je découvre la vérité. » Michel et Gabrielle se blottirent contre elle simultanément, et Marine les serra plus fort, sentant des larmes lui brûler les yeux. Si c'était vrai, tout allait changer. Absolument tout. Marine réussit à calmer les jumeaux assez pour les emmener à l'école, bien que chaque mouvement semblât mécanique, son corps fonctionnant en pilote automatique, tandis que son esprit tournait en cercle vertigineux. Elle appela Raphaël depuis la voiture, disant simplement qu'elle devait régler quelque chose d'urgent et qu'elle irait chercher les garçons à l'heure habituelle. Il parut surpris mais accepta, probablement soulagé qu'elle ne démissionne pas comme toutes les autres. La clinique de la Muette se trouvait dans le 16e arrondissement, un bâtiment moderne de verre et de béton qui respirait l'efficacité et le professionnalisme. Marine franchit les portes automatiques, ayant l'impression de marcher dans son propre passé, chaque pas la rapprochant d'une vérité qu'elle craignait et désirait découvrir à parts égales. La réception était accueillante, avec des murs au ton pastel et une musique douce en fond sonore. Une jeune réceptionniste sourit lorsque Marine s'approcha du comptoir, mais le sourire vacilla en voyant l'expression sur son visage. « Je dois parler à quelqu'un de l'administration », dit Marine, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « C'est à propos de mon accouchement ici, il y a 6 ans. Il y a des informations que je dois confirmer. » La réceptionniste cligna des yeux clairement confuses. « Madame, avez-vous les documents de l'accouchement ?» Généralement, ces demandes se font par écrit. Marine posa l'acte de naissance de Sophie sur le comptoir, ainsi que les photocopies qu'elle avait rapidement faites des actes des jumeaux. « C'est urgent, dit-elle, et il y avait une intensité dans sa voix qui fit légèrement reculer la réceptionniste. « S'il vous plaît, je dois parler à quelqu'un maintenant. » Quelque chose dans le ton de Marine, ou peut-être le désespoir à peine contenu dans ses yeux, poussa la réceptionniste à prendre le téléphone. Elle parla à voix basse pendant quelques instants, puis raccrocha et désigna une salle d'attente. « Quelqu'un viendra vous parler dans quelques minutes. » Mais cela prit plus d'1 heure. Marine resta assise sur une chaise inconfortable, ses mains serrant son sac si fort que ses doigts devinrent blancs. Elle observait les employés passer, des médecins en blouse impeccable, des infirmières pressées, des visiteurs avec des fleurs et des ballons. Tous semblaient exister dans une réalité parallèle, une où les vies n'étaient pas échangées par des erreurs administratives. Finalement, une femme d'une 50aine d'années s'approcha, vêtue d'un tailleur sombre et arborant une expression soigneusement neutre. Elle avait des cheveux, grisonnants attachés en un chignon serré, et des yeux qui révélaient des années d'expérience
dans la gestion de situations difficiles. Madame Marine, je suis la coordinatrice administrative, Thérèse Fournier. Veuillez me suivre. Thérèse la guida à travers des couloirs silencieux jusqu'à une petite salle de réunion sans fenêtre. Elle ferma la porte derrière elle et désigna une chaise. Marine s'assit, sentant chaque muscle de son corps tendu comme une corde de violon sur le point de rompre. Thérèse s'assit de l'autre côté de la table, entrelaçant ses doigts sur la surface en bois. La réceptionniste m'a informé que vous aviez des questions sur votre accouchement, commença Thérèse, sa voix professionnelle mais prudente. Quel type d'informations recherchez-vous? Marine poussa les actes de naissance sur la table. Ces 3 enfants sont nés le même jour, au milieu de la même nuit, dans cette clinique, dit-elle, les mots sortant d'un trait. Même date. Des heures séparées de quelques minutes. Ma fille est née entre 2 jumeaux. Je dois savoir s'il y a eu une erreur. Un échange. Thérèse pâlit visiblement. Elle regarda les actes de naissance, puis Marine, puis de nouveau les actes de naissance. Ses mains se mirent à trembler légèrement. « Madame, commença-t-elle, la voix prudente, je ne peux pas discuter de cas spécifiques sans autorisation légale appropriée. » Mais Marine le vit. Elle vit la reconnaissance dans ses yeux, la peur, la culpabilité. Elle vit la confirmation dont elle avait besoin écrite sur chaque micro-expression du visage de Thérèse. « Vous savez, dit-elle, non plus une question, mais une accusation. Vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu une erreur, n'est-ce pas? Les bébés ont été échangés. » Thérèse ferma les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, des larmes menaçaient de déborder. Elle regarda la porte, comme pour vérifier qu'elle était fermée, puis reporta son attention sur Marine avec une expression de poids insupportable. « Je ne devrais pas dire ça, » murmura-t-elle. « Que Dieu me pardonne, mais vous avez le droit de savoir. » Oui, il y a eu un incident. Il y a 6 ans. Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Continuez, » parvint-elle à dire. Thérèse prit une profonde inspiration, ses mains se crispant l'une sur l'autre. Cette nuit-là, nous avons eu 3 naissances presque simultanées. 2 dans la salle principale, une urgence en néonatologie. C'était chaotique. Nous manquions de personnel, une infirmière était absente pour maladie. Lors d'une procédure d'urgence sur l'un des bébés, les bracelets d'identification ont été retirés, et quand ils ont été remis, elle marqua une pause. Déglutissant difficilement, ils ont été échangés. 2 bébés ont eu leurs identifications échangées. Marine sentit la bile lui monter à la gorge. Comment est-ce possible? Comment personne ne s'en est rendu compte? Nous nous en sommes rendus compte, dit Thérèse, et il y avait une honte sincère dans sa voix. 3 jours plus tard, lors d'un audit de routine, mais quand nous avons essayé de corriger, nous avons rencontré de la résistance. L'une des familles, la famille Martin, a été contactée. Nous avons offert des tests ADN gratuits, des conseils, tout. Mais la mère, elle... Thérèse hésita. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas savoir, que c'était ses enfants et c'est tout. Elle est devenue hystérique quand nous avons insisté. Le mari était en voyage à l'époque, nous n'avons pas pu lui parler directement. Et vous? Elle regarda Marine avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. On ne vous a jamais retrouvé. L'adresse dans votre dossier était erronée, un numéro inversé. Nous avons essayé pendant des semaines, mais vous aviez déménagé juste après l'accouchement. Marine tenta de digérer cela, mais c'était trop. Alors vous avez simplement abandonné? Vous avez laissé des bébés échanger vivre avec les mauvaises familles? Thérèse essuya les larmes, qui coulèrent maintenant librement sur son visage. Le service juridique a décidé que sans la coopération des 2 parties, et avec l'une des mères refusant catégoriquement de participer, forcer les choses causerait plus de mal que de bien. Ils ont classé l'affaire comme, elle marqua une pause, la voix se brisant, comme une erreur médicale non poursuivie en raison du manque de preuves concluantes et du refus des parties de coopérer. « Alors vous avez étouffé l'affaire » dit Marine, sa voix dangereusement basse. « Vous avez étouffé une erreur qui a détruit des vies. » J'étais contre cette décision, dit rapidement Thérèse. Je me suis battue, mais j'ai été mise en minorité. Et puis, il y a 8 mois, nous avons appris que Madame Martin, Daniel, elle... Thérèse ne put finir sa phrase. « Elle nous a quittés », compléta Marine, utilisant le même langage prudent que Raphaël. « Et vous n'avez toujours rien. » « Fait que,
Nous ne savions pas comment vous trouver, dit misérablement Thérèse, pas sans soulever des questions juridiques que la clinique voulait éviter. C'était lâche, c'était mal, et je devrais vivre avec ça pour le reste de ma vie. Marine se leva si brusquement que la chaise racla bruyamment le sol. Je veux des copies de tout, de toute l'enquête interne, de tous les documents, de tout. Et je les veux maintenant. Thérèse hocha la tête, paraissant plus petite et plus âgée que lorsqu'elles étaient entrées dans la pièce. Elle se dirigea vers un classeur verrouillé au mur et en sortit un épais dossier. « J'ai fait des copies quand j'ai su que vous étiez là, admit-elle. Je savais que ce jour finirait par arriver. » Elle tendit le dossier à Marine. « J'espère que vous pourrez me pardonner un jour, mais je comprendrai si vous ne le pouvez pas. » Marine prit le dossier sans rien dire. Il n'y avait pas de mots pour le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait. Colère, tristesse, peur et un étrange sentiment de validation. Elle n'était pas folle. Elle n'avait pas halluciné. Elle avait vu 3 bébés parce qu'il y avait 3 bébés. Et pendant 6. Tout le monde avait vécu un mensonge. Elle quitta la clinique en transe, le dossier serré contre sa poitrine comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Peut-être l'était-il. C'était la vérité, froide et documentée, impossible à nier. Mais c'était aussi une bombe sur le point d'exploser et de détruire la vie de toutes les personnes impliquées. Quand elle revint à l'hôtel particulier pour aller chercher les jumeaux à l'école, Raphaël était déjà à la maison. Il l'attendait dans le salon, et il y avait quelque chose dans sa posture qui la fit s'arrêter. Il tenait une tasse de café mais ne buvait pas. Il la tenait simplement, regardant le liquide sombre comme s'il pouvait y trouver des réponses. « Où étiez-vous » demanda-t-il quand Marine entra, sa voix trop calme. « Les garçons sont rentrés de l'école il y a 1 heure. Le bus les a ramenés parce que vous n'êtes pas venus. » Marine sentit une pointe de culpabilité. « Désolée, je... » commença-t-elle, mais Raphaël l'interrompit. « Je vous ai vu hier, dit-il, regardant toujours son café. Quand je vous ai montré les actes de naissance, je vous ai vu pâlir, j'ai vu vos mains trembler. Je vous ai vu réaliser quelque chose. » Il leva enfin les yeux et son regard était dur. « Vous saviez déjà, n'est-ce pas? Quand vous avez postulé, vous saviez déjà pour le lien. »« Non, » dit fermement Marine en entrant dans le salon. « Je ne savais pas. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. » Elle posa le dossier sur la table basse entre eux. « Et vous devez savoir aussi. » Raphaël posa lentement sa tasse, ses yeux fixés sur le dossier, comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, » dit simplement Marine. « De la clinique, ils ont admis. Il y a eu un échange. Il y a 6 ans. Vos fils. » Elle marqua une pause, se corrigeant. « Les jumeaux, ce sont mes fils biologiques. Et ma fille, Sophie, c'est... » Ses larmes débordèrent enfin. « C'est votre fille. La vôtre et celle de Daniel. » Le silence qui suivit fut absolu. Raphaël la regardait comme si elle avait parlé une langue étrangère. Puis il regarda le dossier, puis de nouveau elle. Sa main se déplaça lentement, saisissant le dossier et l'ouvrant. Marine vit ses yeux parcourir les pages, vit son visage perdre toute couleur, vit le moment exact où la réalité qu'il connaissait vola en millions de morceaux irréparables. Et puis il fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Il se mit à rire. C'était un rire sans humour, rauque et brisé, le son de quelque chose se fragmentant à l'intérieur. « Bien sûr, » dit-il entre des rires amers, « bien sûr. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas qu'elle nous quitte. Ça ne suffisait pas que les garçons arrêtent de parler. Il fallait ça aussi. Il fallait que tout soit un mensonge depuis le début. »« Raphaël, » commença Marine, mais il leva, la main la faisant taire. Il continua à lire, tournant les pages avec des mouvements mécaniques, et Marine vit des larmes commencer à tomber sur son visage, tachant les documents. Quand il arriva à la fin, il referma lentement le dossier et le repoussa, comme s'il brûlait au toucher. Puis il se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos, les épaules tendues. Et il resta là, en silence, tandis que le poids de 6 ans d'amour mal dirigé et de vérités enfouies s'abattait sur eux deux comme une avalanche sans fin. Raphaël resta silencieux si longtemps que Marine commença à se demander si elle devait partir, le laisser digérer tout seul. Mais alors il parla, sa voix basse et contrôlée d'une manière plus effrayante que s'il avait crié. « Je dois vous montrer quelque chose que j'ai trouvé il y a 3 mois et que je n'ai pas eu le courage de lire entièrement jusqu'à maintenant. »
Il quitta la pièce, sans attendre de réponse, et Marine le suivit avec hésitation. Raphaël monta les escaliers d'un pas lourd, chaque marche semblant exiger un effort monumental. Ils se rendirent dans la chambre principale, celle-là même où les jumeaux avaient montré les photos à Marine le matin, bien qu'il semblât que des années s'étaient écoulées depuis. Raphaël se dirigea directement vers le dressing, ouvrant une porte qui révélait un vaste espace rempli de vêtements féminins encore suspendus, de chaussures alignées, de sacs sur des étagères. Tout était intact, préservé comme un sanctuaire. Il attrapa une boîte à chaussures sur l'étagère supérieure. Ses mains tremblaient en l'ouvrant, révélant un carnet à la couverture de cuir marron usé par le temps. « Son journal, dit Raphaël, sa voix chargée de douleur. Je l'ai trouvé après, en rangeant ses affaires. Je n'ai pas pu tout lire. C'était trop douloureux. Mais j'en ai lu assez pour savoir que quelque chose n'allait vraiment pas. Maintenant, avec ce que vous avez apporté, il regarda Marine avec des yeux rougis. Je crois que je dois lire le reste. Et je crois que vous devez le lire aussi. Il tendit le journal à Marine avec des mains tremblantes. Elle le prit avec révérence, sentant le poids non seulement de l'objet physique, mais de tout ce qu'il représentait. Raphaël s'assit sur le bord du lit, la tête entre les mains, tandis que Marine ouvrait la première page. L'écriture était délicate, mais devenait progressivement plus erratique au fil des pages. Les premières entrées étaient heureuses. Daniel écrivait sur sa grossesse, sur l'attente, sur l'amour qu'elle ressentait pour Raphaël et pour les bébés qu'elle portait. Marine lut sur les échographies, les nausées matinales et la nervosité d'être mère pour la première fois. C'était trop intime, trop douloureux, mais elle continua. Et puis, le ton changea. La première entrée après l'accouchement était troublante. « Aujourd'hui, nous avons ramené les bébés à la maison », avait écrit Daniel. « Tout le monde dit que je devrais être heureuse, radieuse. Mais je l'ai. Regarde et je ne ressens rien, juste un vide terrible. Est-ce normal ? On m'a dit que oui. Dépression postpartum, disent-ils. Mais ce n'est pas ça. Je sais que ce n'est pas ça. C'est quelque chose de plus profond, de plus sombre. Quand je les tiens, j'ai l'impression de tenir des étrangers. » Marine sentit des larmes lui brûler les yeux en lisant. Les entrées suivantes étaient encore pires. Daniel décrivait la culpabilité qu'elle ressentait de ne pas aimer ses enfants, la honte de ne pas réussir à se connecter, la peur qu'il y ait quelque chose de fondamentalement brisé en elle. Elle essayait désespérément de forcer un amour qui ne venait pas naturellement. Elle écrivait sur l'allaitement, le changement des couches et le bercement des bébés, tous les mouvements mécaniques d'une mère sans le cœur d'une mère. « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi », disait une entrée. « Ou il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Je regarde Michel et Gabriel et je ne vois pas mes enfants. Je vois deux enfants qui semblent me juger, me trouver en défaut. Raphaël dit que j'imagine des choses, que les bébés ne jugent pas. Mais je sais ce que je vois. Je vois la façon dont ils s'éloignent de moi, comment ils pleurent plus quand je suis là. C'est comme s'ils savaient que je ne suis pas vraiment la leur. » Marine tourna les pages avec des mains tremblantes, voyant la détérioration mentale de Daniel se dérouler en temps réel à travers ses mots. Les entrées devenaient plus espacées, plus fragmentées. Il y avait des jours où elle n'écrivait qu'une seule ligne, « Je n'en peux plus ». D'autres jours, des pages entières de désespoir remettant en question sa santé mentale, sa maternité, sa valeur en tant qu'être humain. Et puis, environ un an avant la tragédie, une entrée qui fit s'arrêter le cœur de Marine. « Aujourd'hui, une infirmière de la clinique m'a appelé. Elle a dit qu'il fallait que j'y aille pour régler une question administrative concernant l'accouchement. Elle a mentionné quelque chose sur la vérification des dossiers. Je n'y suis pas allé. J'ai peur de ce qu'il pourrait me dire. Peur qu'il confirme ce que je sais déjà au fond de mon âme. Qu'il y a eu une erreur, que ce ne sont pas mes bébés. Parce que si c'est vrai, qu'est-ce que ça fait de moi ? Une fraude ? Une imposture vivant une vie qui n'est pas la mienne ? » « Alors elle savait, dit Raphaël, la voix rauque. Ou du moins, elle s'en doutait. La clinique a essayé de la contacter et elle a fui la vérité. » Marine continua de lire, voyant Daniel sombrer de plus en plus dans sa propre agonie. Elle écrivait sur une thérapie qui n'aidait pas, sur des médicaments qui l'engourdissaient mais ne la guérissaient pas, sur la distance croissante entre elle et Raphaël, entre elle et les garçons, entre elle et tout sens de la réalité.
Les photos que Marine avait vues le matin prenaient maintenant tout leur sens. Cette absence dans les yeux de Daniel n'était pas un manque d'amour pour ses enfants. C'était la connaissance, enfouie mais persistante, que quelque chose n'allait terriblement pas. Les dernières entrées étaient presque illisibles, l'écriture oscillant entre ferme et tremblante, les mots parfois raturés avec une telle force qu'ils déchiraient le papier. « Je ne supporte plus de mentir », disait une entrée. « Je ne supporte plus de faire semblant de ne pas ressentir cette déconnexion. Raphaël mérite la vérité. Les garçons méritent une vraie mère. Je mérite de connaître ma vraie fille, si elle existe. » La dernière entrée était datée du jour de la tragédie. Marine l'a lue, le cœur en miettes. « Aujourd'hui, je vais tout dire à Raphaël. Je vais tout lui dire. Sur les soupçons, sur l'appel de la clinique, sur le vide que je ressens. Il va me détester. Il me quittera peut-être. Mais je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Si les garçons ne sont pas les miens, alors quelque part, il y a une fille qui l'est. Et elle grandit sans moi, sans savoir qu'elle a une mère qui n'a jamais pu l'aimer parce qu'elle était piégée à essayer d'aimer des enfants qu'elle ne reconnaissait pas. J'ai besoin de la vérité, même si elle me détruit. » Marine ferma le journal, des larmes coulant librement sur son visage. Elle regarda Raphaël, qui avait la tête entre les mains, ses épaules secouées de sanglots silencieux. Elle comprit alors l'ampleur de ce qui s'était passé. Daniel n'était pas simplement devenue folle. Elle avait été consumée par un instinct maternel qui criait que quelque chose n'allait pas, par une vérité que personne ne voulait entendre, par une situation impossible sans issue visible. « Ce jour-là, dit Raphaël entre deux sanglots, elle est venue me voir le matin avant que je parte travailler. Elle était agitée, parlait trop vite, de manière incohérente. Elle a dit qu'il fallait qu'on parle, qu'il y avait quelque chose que je devais savoir sur les garçons. Mais j'étais en retard, j'avais une réunion importante. J'ai dit qu'on en parlerait le soir. Elle a insisté. Mais moi, il s'étrangla. Je l'ai ignoré. Je suis parti. Et quand je suis revenu, elle avait déjà basculé. » Marine s'approcha et posa une main sur son épaule. Un geste de réconfort inadéquat face à cette douleur monumentale. Raphaël couvrit sa main de la sienne, la tenant comme une bouée de sauvetage. « Les garçons étaient à la maison, continua-t-il. Ils ont tout entendu. Ils l'ont entendu crier qu'il n'était pas à elle, que rien de tout cela n'était réel, qu'elle devait trouver sa vraie fille. Puis ils l'ont vue partir en courant, monter dans la voiture. Je suis arrivé quelques minutes plus tard. J'ai trouvé Michel et Gabriel par terre dans le salon, agrippés l'un à l'autre en état de choc complet. Et ils n'ont plus jamais parlé depuis. Le silence qui suivit était lourd du poids de vies brisées et de vérités tardives. Marine savait qu'il devait agir, qu'il devait avoir une certitude absolue avant d'aller de l'avant. « Nous devons faire des tests ADN, dit-elle finalement. Nous avons besoin d'une confirmation scientifique. » Raphaël hocha la tête, essuyant ses larmes. « Demain, j'appellerai un laboratoire privé, un discret, et j'amènerai Sophie aussi. Elle... » Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Elle doit savoir la vérité aussi. Marine sentit son estomac se retourner à l'idée de le dire à Sophie. Comment explique-t-on à une enfant de 6 ans que toute sa vie a été construite sur une erreur, que la mère qu'elle connaît n'est peut-être pas sa mère biologique, qu'elle a un père qui n'a jamais su son existence? Le lendemain, Marine amena Sophie à l'hôtel particulier pour la première fois. La fillette était curieuse mais nerveuse, tenant fermement la main de sa mère en entrant. Raphaël les attendait dans le salon, habillé de façon décontractée, mais avec la même expression tendue que toujours. Et à côté de lui se tenaient Michel et Gabriel, regardant Sophie avec cette intensité troublante que Marine comprenait maintenant. Sophie s'arrêta au milieu du salon, ses yeux s'écarquillant en regardant les jumeaux. Il y avait quelque chose sur son visage, une expression de reconnaissance qui reflétait celle que les garçons avaient montrée en voyant Marine. Elle lâcha la main de sa mère et fit un pas hésitant vers les garçons. Ils bougèrent en même temps, se rencontrant au milieu, 3 enfants s'étudiant comme s'ils regardaient les pièces d'un puzzle qui commençait enfin à s'assembler. Michel fut le premier à bouger. Il tendit la main et toucha le visage de Sophie avec des doigts tremblants, exactement comme il l'avait fait avec Marine. Gabriel fit de même de l'autre côté. Et Sophie, au lieu de reculer ou d'avoir peur, ferma les yeux et se laissa faire.
comme si à un niveau profond et instinctif, elle reconnaissait aussi quelque chose, comme si trois âmes perdues retrouvaient enfin le chemin les unes vers les autres. Le technicien du laboratoire arriva 1 heure plus tard avec le kit de prélèvement ADN. C'était un processus simple, un coton-tige frotté à l'intérieur de la joue de chacun. Mais le poids de ce que ces cotons-tiges représentaient rendait chaque mouvement chargé de sens. Raphaël donna son échantillon le premier, puis Marine, puis chacun des trois, enfants. Le technicien plaça tout dans des sacs en plastique étiquetés, assurant que les résultats seraient prêts en 48 heures avec le service express. Quand il partit, ils restèrent tous les 5 dans le salon, le silence gênant n'étant rompu que par le tic-tac de l'horloge. Sophie était assise entre les jumeaux sur le canapé, tous les trois silencieux mais pas mal à l'aise. Il y avait une étrangeté dans la façon dont ils s'emboîtaient, naturellement, comme 3 pièces qui auraient toujours dû être ensemble. Marine et Raphaël échangèrent des regards chargés d'anxiété et de peur de ce que les résultats apporteraient, bien qu'au fond d'eux, ils sachent déjà. Ils savaient déjà que le monde tel qu'ils le connaissaient était sur le point de s'effondrer, et qu'un nouveau, compliqué et effrayant était sur le point de commencer. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Marine. Elle continua de travailler à l'hôtel particulier, s'occupant des jumeaux avec une affection qu'elle comprenait maintenant être instinctive, biologique. Raphaël travaillait de la maison, incapable de se concentrer sur les réunions ou les rapports. Ils se déplaçaient dans la maison comme des fantômes, se croisant, mais évitant les conversations profondes, tous deux prisonniers de leurs propres tempêtes intérieures. Les enfants, étrangement, semblaient plus calmes. Michel et Gabriel ne parlaient toujours pas, mais il y avait une légèreté en eux qui n'existait pas auparavant. Et Sophie, qui était normalement timide avec les étrangers, s'était attachée aux jumeaux d'une manière qui défiait la logique. Quand l'email du laboratoire arriva enfin, Raphaël et Marine étaient dans la cuisine, essayant de s'obliger à boire du café. Le portable de Raphaël vibra, et tous deux se figèrent. Il regarda l'écran, ses doigts hésitants sur l'icône de l'email. Marine vit la couleur quitter son visage, alors qu'il ouvrait le message et lisait les résultats. « C'est vrai, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tout, Michel et Gabriel sont tes fils biologiques. » Et Sophie, il marqua une pause, la voix se brisant. « Sophie est ma fille, notre fille, la mienne et celle de Daniel. » Marine sentit ses genoux fléchir. Elle s'agrippa au comptoir de la cuisine, sa respiration venant par courtes bouffées. Une partie d'elle avait espéré, peut-être même souhaité, qu'il se trompait, que tout cela n'était qu'une monumentale erreur. Mais une autre partie, celle qui avait porté ses bébés pendant 9 mois, savait. Elle avait toujours su, quelque part au plus profond et primitif de son être, que les jumeaux étaient à elle. Raphaël tourna son portable pour qu'elle puisse voir. C'était là, en langage scientifique froid et sans équivoque. Probabilité de paternité biologique entre Raphaël Martin et Sophie Leroy, 99,99%. Probabilité de maternité biologique entre Marine Leroy et Michel Martin, 99,99%. La même chose pour Gabriel. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Marine, la voix tremblante. « Comment on avance ?» Avant que Raphaël ne puisse répondre, la sonnette retentit. Ils échangèrent un regard confus, n'attendant aucune visite. Raphaël alla ouvrir et Marine le suivit à une distance prudente. Quand il ouvrit la porte, une femme se tenait de l'autre côté, et Marine sentit instantanément que les ennuis venèrent d'arriver. La femme avait environ 60 ans, des cheveux parfaitement coiffés, des vêtements chers et une expression qui oscillait entre la douleur et une fureur contenue. Ses yeux étaient les mêmes yeux clairs que Marine avait vus sur les photos de Daniel. Il était impossible de ne pas reconnaître qui elle était. Madame Héloïse, la mère de Daniel, la grand-mère de Sophie. « Raphaël, dit-elle, sa voix contrôlée mais avec un courant sous-jacent d'émotion. J'ai reçu un appel très intéressant de la clinique de la Muette hier. Quelque chose à propos de nouvelles enquêtes ouvertes, d'erreurs du passé qui refont surface. Imaginez ma surprise. » Raphaël pâlit. « Madame Héloïse, je peux expliquer. »« Vraiment ?» Elle entra sans y être invitée, ses yeux balayant la maison jusqu'à se poser sur Marine.
et voici sans doute la femme de ménage. La femme qui est apparemment au centre de toute cette confusion. Marine se redressa, refusant de se laisser intimider. « Je m'appelle Marine, » dit-elle fermement. « Et ce n'est pas de la confusion, c'est la vérité. » « La vérité ?» Madame Héloïse rit, mais c'était un son sans humour. « La vérité, c'est que ma fille a souffert pendant des années, torturée par des pensées que nous pensions tous être les délires d'un esprit malade. Et maintenant, je découvre qu'elle avait raison depuis le début, qu'il y a vraiment eu un échange et que personne n'a rien fait. » Raphaël tenta d'intervenir. « Nous ne l'avons découvert qu'il y a quelques jours. Nous essayons de tout digérer. » « Digérer ?» Madame Héloïse se tourna. Vers lui, ses yeux flamboyants. « Il y a une enfant en jeu, Raphaël, ma petite fille, la seule partie de Daniel qui reste. Et vous pensez que vous allez simplement digérer cette situation et décider quoi faire comme s'il s'agissait d'un problème administratif ? C'est ma fille, dit Marine en faisant un pas en avant. J'ai élevé Sophie depuis sa naissance. Je suis la seule mère qu'elle connaisse. Élevé, répéta Madame Héloïse, le mot sortant comme du venin. Vous avez élevé une enfant qui n'était pas la vôtre, pendant que ma vraie petite fille grandissait dans une maison avec une mère qui ne pouvait pas l'aimer parce qu'elle savait instinctivement que quelque chose n'allait pas. Vous avez volé 6 ans de ma petite fille, 6 ans que j'aurais pu passer avec elle, à la connaître, à l'aimer. Je n'ai rien volé, rétorqua Marine, sa propre colère commençant à monter. J'ai été victime de la même erreur que tout le monde, et j'aime Sophie. Je l'ai toujours aimée. Je l'aimerai toujours, peu importe ce que dit l'ADN. L'amour ne change pas la biologie, dit froidement Madame Héloïse. Elle se tourna vers Raphaël. Je veux voir la petite, je veux voir ma petite fille. Maintenant. Raphaël ouvrit la bouche pour protester, mais à ce moment-là, Sophie apparut en haut de l'escalier, attirée par les voix fortes. Michel et Gabriel étaient juste derrière elle, formant une ligne unie. Sophie regarda l'étrangère dans le salon avec des yeux curieux mais prudents. « Maman » appela-t-elle en descendant quelques marches. « C'est qui » Madame Héloïse se figea. Ses yeux se fixèrent sur Sophie, et Marine vit le moment exact où elle reconnut les traits de Daniel chez la fillette. Les mêmes ondulations douces dans les cheveux, les mêmes yeux clairs, la même forme délicate du visage. C'était comme voir un fantôme, une version miniature et saine de sa fille perdue. Des larmes se mirent à couler sur le visage de Madame Héloïse sans qu'elle semble s'en rendre compte. « Daniel » murmura-t-elle, et Sophie fronça les sourcils, confuse. « Je m'appelle Sophie » dit la fillette en descendant encore quelques marches. Daniel, c'était le nom de la maman des garçons, celle qui est partie, celle qui est partie. Les mots, innocents et directs comme seule une enfant peut l'être, frappèrent à Madame Héloïse comme une gifle. Elle chancela, et Raphaël la retint instinctivement par le coude. « Elle est partie parce qu'elle souffrait, » dit Madame Héloïse, la voix brisée. « Parce que quelque chose n'allait pas et que personne ne l'a cru. » Sophie regarda Marine, cherchant conseil. Marine descendit rapidement les escaliers, posant des mains protectrices sur les épaules de sa fille. « Je pense que vous devriez partir, » dit-elle à Madame Héloïse. « Ce n'est pas approprié, pas maintenant. »« Pas approprié ?» Madame Héloïse se redressa, essuyant ses larmes d'un geste brusque. « Ce qui n'est pas approprié, c'est que ma petite fille soit élevée par une étrangère, par quelqu'un qui n'a aucun droit légal sur elle. » Elle regarda Raphaël. « Et tu le sais, Raphaël. Tu sais que j'ai des droits. Je suis sa grand-mère, la seule famille de sang qu'elle ait. »« Elle a une famille, » dit férocement Marine, en tirant Sophie plus près d'elle. « Elle a les garçons maintenant. Elle a tout ce dont elle a besoin. »« Nous verrons ce que la justice en dit, » rétorqua Madame Héloïse. Elle sortit de la maison d'un pas rigide, mais se retourna sur le seuil. « Je vais entamer une procédure de garde, et je vais gagner. Bonne chance pour expliquer à un juge pourquoi une femme de ménage sans ressources devrait garder une enfant qui n'est pas biologiquement la sienne, alors qu'il y a une grand-mère parfaitement capable et avec tous les moyens de lui donner la vie qu'elle mérite. » Quand la porte se referma derrière elle, Marine sentit ses jambes flageoler. Elle tomba à genoux sur le sol, Sophie toujours agrippée à elle, confuse et effrayée. Raphaël resta immobile, pâle comme un fantôme. « Elle va le faire, dit-il, plus pour lui-même que pour Marine. Elle va aller en justice, et elle a les ressources, les contacts, les avocats. Ce sera une bataille. » Marine leva les yeux. «
des larmes coulant sur son visage. « Alors nous nous battrons. Je ne perdrai pas Sophie. Pas après tout ça. »« Et mes fils ?» demanda Raphaël, la voix brisée. « Les jumeaux, ils sont à toi biologiquement. Tu as plus de droit sur eux que moi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose? De m'enlever les garçons ?» Marine le regarda, voyant la même peur se refléter dans ses yeux. « Parce que nous savons tous les deux que les enfants ont déjà trop perdu, » dit-elle fermement. « Je ne t'enlèverai pas les garçons, tout comme j'espère que tu n'essaieras pas de m'enlever Sophie. Nous devons trouver un moyen de faire fonctionner tout ça, pour leur bien. » Raphaël hocha lentement la tête soulagé. « Tu auras besoin d'un avocat, un bon, je paierai. »« Ce n'est pas la peine, » commença Marine, mais Raphaël l'interrompit. « Si, c'est la peine, parce que si Madame Héloïse obtient la garde de Sophie, elle remettra aussi en question ma garde des jumeaux. Elle dira que si l'ADN est tout ce qui compte, alors les garçons devraient être avec toi. Et alors nous perdons tous. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Prêt ou non ?» Dans les jours qui suivirent, la vie devint un tourbillon de consultations juridiques et de préparatifs. Raphaël engagea les meilleurs avocats qu'il put trouver, tant pour Marine que pour lui-même. Madame Héloïse tint sa menace, entamant une procédure de garde d'urgence pour Sophie, alléguant que Marine n'avait aucun droit légal et que l'enfant appartenait à sa famille biologique. La première audience fut fixée 2 semaines plus tard. Raphaël, sur les conseils de son avocat, engagea un détective privé pour enquêter sur le passé de Madame Héloïse. Et ce qu'ils trouvèrent fut révélateur et troublant. Daniel avait obtenu une ordonnance restrictive contre sa propre mère 3 ans avant son mariage avec Raphaël. Les documents détaillaient des années d'abus émotionnels, de manipulation psychologique et de contrôle excessif. Daniel avait été si traumatisée qu'elle avait complètement coupé les ponts, reconstruisant sa vie loin de l'influence toxique de sa mère. « Ça change tout », dit l'avocat de Raphaël en étudiant les documents. Un historique d'abus, une ordonnance restrictive de sa propre fille, cela pèsera lourdement contre elle dans toute audience de garde. Aucun juge ne confiera un enfant à quelqu'un avec un tel passé sans une enquête approfondie. Lors de l'audience préliminaire, l'avocat de Raphaël présenta les preuves au juge. Madame Héloïse pâlit visiblement alors que les documents étaient discutés publiquement. Son propre avocat semblait surpris, n'ayant clairement pas été informé de cet aspect du passé de sa cliente. Le juge, un homme d'âge mûr au regard sévère, lut les documents avec une attention croissante. Son visage montrait clairement sa désapprobation. « Madame Leroy, » dit-il en regardant Madame Héloïse, « je vois ici une documentation détaillée d'une ordonnance restrictive obtenue par votre propre fille, décédée dans des circonstances tragiques. Les allégations sont graves. Abus émotionnels, manipulation, contrôle excessif. Comment répondez-vous à cela ?» Madame Héloïse se leva les mains tremblantes. « Votre honneur, c'était un malentendu. Daniel traversait une période difficile, elle était influencée par Raphaël. Je ne voulais que son bien. Une ordonnance restrictive n'est pas émise pour des malentendus, dit sèchement le juge. Elle est émise lorsqu'il y a des preuves substantielles de comportement préjudiciable. Il feuilleta d'autres documents. Je vois ici des rapports de thérapeutes qui ont suivi votre fille, détaillant l'impact psychologique que votre présence avait sur elle. C'est extrêmement préoccupant. Il regarda les 2 côtés de la salle. Je rejette la demande de garde d'urgence. J'ordonne une évaluation psychologique complète de toutes les parties impliquées, y compris vous, Madame Héloïse. Une assistante sociale sera désignée pour évaluer l'environnement de tous les foyers concernés et le bien-être des enfants. Jusqu'à ce que cette évaluation soit terminée et présentée au tribunal, la garde provisoire de Sophie reste avec Madame Marine Leroy. Prochaine audience dans 60 jours. L'assistante sociale désignée pour l'affaire s'appelait Paul Dubois, une femme d'une 40aine d'années aux yeux doux mais perspicaces, et à la manière directe de parler qui ne laissait aucune place au mensonge. Elle visita d'abord le petit appartement de Marine, un modeste, 2 pièces mais propre dans un quartier de la banlieue parisienne. Marine vit Paul évaluer chaque détail, la peinture écaillée sur certains murs, les meubles anciens mais bien entretenus, la chambre que Sophie partageait avec elle faute de place. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, » dit Marine, la voix défensive malgré ses efforts pour rester calme. « Mais c'est propre, c'est sûr, et Sophie a toujours eu tout ce dont elle avait besoin. » Paul
écrivit quelque chose sur son bloc-notes, son expression neutre. « Parlez-moi de votre routine avec Sophie, demanda-t-elle. Comment se passent vos journées ?» Marine parla des matins pressés avant l'école, des dîners ensemble tous les soirs, de la lecture avant de dormir, des sorties au parc le week-end, quand il y avait un peu d'argent en plus. Elle parla de sa connaissance de chaque détail de Sophie, de ses peurs, de ses rêves, de sa nourriture préférée, de la manière de la consoler quand elle faisait des cauchemars. Elle parla avec l'amour et la familiarité de 6 années de maternité dévouée. Paul visita ensuite l'hôtel particulier de Raphaël. La différence était frappante. Des pièces spacieuses, un immense jardin, une piscine, des jouets chers éparpillés mais peu utilisés. Raphaël montra la chambre des jumeaux, puis la chambre d'amis qu'il avait commencé à transformer en un espace pour Sophie, avec un nouveau lit et une décoration dans les tons roses qu'il espérait qu'elle aimerait. « Combien de temps par jour passez-vous avec vos enfants ?» demanda Paul à Raphaël, alors qu'il prenait un café dans la cuisine. « Moins que je ne le devrais, admit honnêtement Raphaël. Je travaille beaucoup. Mais j'essaie de changer ça. Je délègue plus, je pars plus tôt. J'ai réalisé que j'ai perdu beaucoup de temps, du temps que je ne rattraperai jamais. » Paul prit d'autres notes. Elle visita ensuite Madame Héloïse, qui vivait dans une demeure encore plus grande dans une résidence privée de luxe. La maison était impeccable, décorée avec un goût coûteux, avec une chambre d'amis qu'elle insistait serait parfaite pour Sophie. Mais il y avait une froideur là-bas, une absence de chaleur que Paul enregistra mentalement. Le moment crucial vint lorsque Paul demanda à parler aux enfants individuellement, dans un environnement neutre. Une séance fut organisée dans le bureau de Paul, une pièce accueillante avec des jouets et une atmosphère détendue. Sophie fut la première, s'asseyant timidement sur une petite chaise tandis que Paul s'asseyait par terre pour être à sa hauteur. « Sophie, dit gentiment Paul, tu sais pourquoi tu es ici ?» La fillette hocha la tête, ses doigts jouant nerveusement avec le bas de sa jupe. « Parce qu'il y a une dame qui dit qu'elle est ma grand-mère et que peut-être je ne vais plus habiter avec maman. Et comment te sens-tu par rapport à ça ?» Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Je ne veux pas quitter maman. C'est ma maman. Ça a toujours été elle. Peu importe ce que disent les papiers. » Paul sentit son cœur se serrer. « Et les garçons, Michel et Gabriel, comment te sens-tu par rapport à eux ?» Sophie s'illumina immédiatement. « Ce sont mes frères. Je sais que c'est bizarre, qu'on vient de se rencontrer, mais c'est comme si je les avais toujours connus, tu sais, comme s'il manquait une partie de moi et que maintenant, elle était là. Et leur papa, monsieur Raphaël, il est gentil. Parfois, je me demande ce que ce serait d'avoir un papa. Maman a dit que mon papa biologique ne sait pas que j'existe, mais maintenant il sait, et il a l'air gentil. » Puis ce fut le tour des jumeaux. Paul fut surprise quand ils entrèrent dans la pièce main dans la main, refusant d'être séparés. On l'avait prévenu du mutisme sélectif, des mois de silence. Mais ce dont elle fut témoin fut extraordinaire. Quand elle posa une question sur Marine, quelque chose changea sur les visages des garçons. Michel regarda Gabriel, une communication silencieuse passant entre eux. Et puis, pour la première fois en près de 9 mois, Michel ouvrit la bouche et parla. Sa voix sortit rauque, hésitante mais claire. « C'est notre... maman !» Paul se figea, son stylo s'arrêtant au milieu d'un mot. « Tu... » commença-t-elle, à peine capable d'y croire. « Tu viens de parler ?» Gabriel parla aussi, sa voix tout aussi rauque mais déterminée. « On l'a toujours su, depuis qu'elle est arrivée, que c'était elle qui aurait dû être avec nous depuis le début. » Paul attrapa rapidement son enregistreur, voulant documenter ce moment historique. « Vous n'aviez pas parlé depuis des mois, dit-elle doucement. Pourquoi maintenant ? Parce que maintenant c'est important, dit simplement Michel. Avant, personne n'écoutait vraiment. Mais maintenant, tu poses la question. Alors on répond. C'est notre maman. Et Sophie est notre sœur. Et papa est notre papa, même si l'ADN dit autre chose. Parce que la famille, ce n'est pas que le sang, c'est ceux qui restent. Ceux qui choisissent de rester. Les mots, si matures et profonds venant d'un enfant de 6 ans, firent que Paul dut lutter pour contenir ses propres larmes. Elle posa d'autres questions, mais le plus important avait déjà été dit. Les jumeaux avaient brisé des mois de silence pour défendre les personnes qu'ils aimaient. Cela en disait plus que n'importe quel rapport psychologique. L'audience finale arriva 60 jours plus tard par un après-midi chaud de novembre.
Le tribunal était plein. Marine, vêtue de ses plus beaux habits, s'assit avec son avocat d'un côté, Raphaël de l'autre, avec son propre avocat. Madame Héloïse était du côté opposé de la salle, son visage un masque de détermination et d'amertume. Le juge entra et tout le monde se leva. Le juge lut le rapport de Paul en silence, ses sourcils se fronçant progressivement. Finalement, il leva les yeux. « Je vois rarement un cas aussi complexe et chargé d'émotions, » commença-t-il. « Nous avons ici une situation sans précédent, une erreur hospitalière qui a entraîné un échange de bébés, découvert 6 ans plus tard. Des enfants qui ont établi des liens profonds avec des parents qui ne sont pas les leurs biologiquement, et une grand-mère qui demande la garde en se basant sur les droits du sang. » Il marqua une pause, ses yeux parcourant la salle. « Mais par-dessus tout, nous avons 3 enfants dont le bien-être doit être notre seule considération. » Il reprit le rapport. Le rapport de l'assistante sociale Paul Dubois est détaillé et minutieux. Elle a visité tous les environnements, interrogé toutes les parties, observé les interactions. Et ses conclusions sont claires. Il regarda Marine. Madame Marine Leroy a élevé Sophie avec amour, dévouement et sacrifice pendant 6 ans. Le lien entre la mère et la fille est authentique, profond et indéfectible. Sophie a clairement exprimé son désir de rester avec la mère qui l'a élevée, indépendamment de la biologie. Il regarda Raphaël. Monsieur Raphaël Martin a aimé et élevé les jumeaux comme ses propres fils depuis leur naissance, malgré la découverte récente qu'ils ne partagent pas de lien biologique. Les garçons le reconnaissent comme leur père et ont fortement exprimé leur amour et leur loyauté envers lui. Puis, il regarda les jumeaux, qui étaient assis au premier rang entre Marine et Raphaël. Et plus significativement, les jumeaux Michel et Gabriel, qui ont souffert d'un mutisme sélectif traumatique pendant 9 mois, ont rompu leur silence lors de l'évaluation pour exprimer une reconnaissance viscérale et instinctive de Marine Leroy comme leur mère biologique. Leurs mots, qui sont enregistrés et documentés, démontrent une connexion qui transcende la compréhension rationnelle. Une connexion du sang que les 2 enfants ont ressentie immédiatement en la rencontrant. Il se tourna vers Madame Héloïse et son expression se durcit. « Quant à vous, Madame Héloïse, le rapport souligne des questions profondément préoccupantes. Votre historique documenté d'abus émotionnels envers votre propre fille, l'ordonnance restrictive qu'elle a obtenue, les rapports de thérapeutes sur l'impact psychologique que votre présence causait. De plus, l'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal a révélé des schémas de comportement contrôlants et manipulateurs qui persistent. L'assistante sociale a exprimé de sérieuses réserves quant à placer un enfant sous votre garde principale. » Madame Héloïse pâlit mais garda sa posture rigide. « Votre honneur, commença-t-elle, mais le juge leva la main. « Compte tenu de tous les facteurs, continua-t-il, le bien-être de Sophie, l'environnement, stable qu'elle a avec Marine Leroy, le lien prouvé entre eux, et les graves problèmes de santé psychologique de la grand-mère, ma décision est la suivante. » Il regarda directement Marine. « La garde définitive de Sophie-Marie Leroy est accordée à Marine Leroy, sa mère d'éducation. Le tribunal reconnaît que si la biologie est importante, 6 ans de maternité dévouée et d'amour inconditionnel pèsent plus lourd. Sophie aura le droit de connaître son héritage biologique, mais son foyer restera avec celle qui l'a élevée depuis sa naissance. » Marine s'effondra en larmes de soulagement. Raphaël posa une main sur son épaule en signe de soutien. Madame Héloïse était immobile, le choc et la colère alternant sur son visage. Le juge continua. « À Madame Héloïse Leroy seront accordées des visites supervisées avec Sophie, 1 fois par mois, dans un lieu neutre désigné par le tribunal, à condition qu'elle suive une thérapie psychologique obligatoire et démontre des schémas de comportement sains. Toute tentative de manipuler ou de contrôler l'enfant entraînera la cessation immédiate des visites. » Il ferma le dossier. Quant aux jumeaux Michel et Gabriel, la garde reste à Raphaël Martin, qui les a élevés avec amour depuis leur naissance. Cependant, étant donné le lien biologique et émotionnel avec Marine Leroy, le tribunal ordonne qu'un accord de coparentalité soit établi permettant aux 2 adultes de participer activement à la vie des 3 enfants, créant une structure familiale non traditionnelle mais fonctionnelle qui sert les meilleurs intérêts de tous les mineurs impliqués. Marine et Raphaël échangèrent un regard, un mélange de soulagement,
de gratitude et de la compréhension que leur vie était désormais liée en permanence. Le juge frappa de son marteau. L'affaire est close. À l'extérieur du tribunal, alors que Madame Héloïse partait furieuse avec son avocat, Raphaël se tourna vers « Marine ?» « Alors, la coparentalité, dit-il avec un petit sourire. Tu penses qu'on peut y arriver ?» Marine regarda là où Sophie et les jumeaux jouaient dans le jardin du tribunal, tous les trois riant ensemble, enfin libérés du poids des secrets et des mensonges. « Il le faut, dit-elle simplement, pour eux. » Dans les semaines qui suivirent, Marine et Raphaël travaillèrent à établir une nouvelle routine. Sophie passait les jours de semaine avec Marine dans son appartement, les week-ends à l'hôtel particulier avec Raphaël et les jumeaux. Les jumeaux, avec leur voix enfin retrouvée, parlaient constamment, comme s'ils rattrapaient des mois perdus. Ils racontèrent des histoires, faisaient des blagues, chantaient. C'était comme regarder des fleurs s'épanouir après un hiver cruel. Marine continua de travailler pour Raphaël, mais maintenant comme membre de la famille, non comme employé. Ils dînaient ensemble, tous les 5, une famille étrange et non traditionnelle mais fonctionnelle. Raphaël apprit à Sophie à nager dans la piscine. Marine apprit aux jumeaux à faire de la mousse au chocolat, une recette que sa propre mère lui avait enseignée. Ils visitèrent des parcs, allèrent au cinéma, célébrèrent les anniversaires ensemble. Il y eut des moments difficiles, bien sûr. Sophie demandait parfois des nouvelles de Daniel, de la mère qu'elle ne connaîtrait jamais, qui était partie avant qu'elle ne puisse se rencontrer. Raphaël répondait avec honnêteté, parlant de la femme qu'était Daniel, de sa lutte, de la façon dont elle avait aimé Sophie même sans la connaître, parce qu'une mère sait toujours quand son enfant est quelque part dans le monde. Les jumeaux suivaient une thérapie pour surmonter le traumatisme et apprenaient lentement à parler du jour où ils avaient été témoins de l'effondrement de Daniel. Ils apprirent que ce n'était pas de leur faute, que les adultes se brisaient, parfois sous le poids de choses qui les dépassaient. Et Marine était toujours là, avec des câlins, des mots gentils et la présence constante dont ils avaient tant besoin. 1 an après la découverte initiale, par un dimanche après-midi, ils étaient tous les 5 dans le jardin de l'hôtel particulier. Sophie et les jumeaux couraient sur la pelouse, jouant à chat. Marine et Raphaël les regardaient depuis une table de pique-nique, buvant de la limonade et partageant un silence confortable qui s'était développé entre eux. « Tu te demandes parfois, dit soudain Raphaël, ce que ça aurait été si rien. De tout ça n'était arrivé, s'il n'y avait pas eu d'erreur, si chaque enfant était allé dans la bonne famille dès le début. » Marine observa les enfants, vit comment ils se déplaçaient comme une seule unité, 3 parties d'un tout. « Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes familles, dit-elle pensivement. Il y a la famille que l'on construit, les gens que l'on choisit d'aimer. Daniel a souffert parce qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, et c'était le cas. Mais maintenant, nous faisons les choses bien. Pas de manière traditionnelle, pas comme le disent les manuels, mais bien pour nous. » Raphaël hocha la tête, observant Michel apprendre à Sophie à faire une galipette. « Pour nous, acquiesça-t-il. » Ils restèrent de nouveau en silence, puis il ajouta doucement « Merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battu, d'avoir fait fonctionner cette famille impossible. » Marine sourit. « Merci à toi, d'avoir vu au-delà de la biologie, d'avoir compris que l'amour ne vient pas seulement de l'ADN, il vient du choix, de la présence, du fait de rester même quand c'est difficile. » Les 3 enfants coururent vers eux, essoufflés et riant. « On peut faire un barbecue ?» demanda Sophie, les yeux brillants. « Une fête juste pour nous ?»« Bien sûr, » dit Raphaël en lui ébouriffant les cheveux avec affection. « Je vais chercher la viande. Michel, Gabriel, vous voulez aider ?» Les jumeaux acquiescèrent avec enthousiasme, suivant Raphaël à l'intérieur. Sophie resta avec Marine un instant, regardant sa mère avec ses yeux clairs qu'elle savait maintenant être ceux de Daniel. « Maman, dit-elle avec hésitation, je peux te demander quelque chose ?»« Toujours, répondit Marine en la serrant contre elle. Tu penses que mon autre maman, Daniel, elle serait contente de comment les choses sont maintenant, de comment nous sommes une famille. » Marine sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle sourit à travers elles. « Je pense que oui, ma chérie. Je pense qu'elle voulait juste que tout le monde soit aimé. Et regarde-nous. » Elle désigna Raphaël et les jumeaux revenant avec des plateaux de viande, les 3 frères et sœurs que le destin avait séparés, mais que l'amour avait réunis. Nous sommes tous aimés, de manières étranges et compliquées, mais aimés.
Sophie hocha la tête, satisfaite de la réponse, et courut aider ses frères. Marine resta, assise, observant sa famille impossible, improvisée et parfaite. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Ce n'était pas traditionnel. Mais c'était à eux. Et parfois, pensa-t-elle, les meilleures familles sont celles que l'on construit à partir des débris de vie brisés, unis par un amour que nous choisissons de donner, pas celui que le sang nous oblige à ressentir. Et là, dans ce jardin ensoleillé de Paris, 6 ans après qu'une erreur médicale eut changé le cours de plusieurs vies, une nouvelle famille se consolidait, pas parfaite mais réelle, pas traditionnelle, mais pleine d'amour. Et pour Marine, Raphaël et les 3 enfants qui les unissaient, c'était tout ce dont ils avaient besoin. C'était un foyer, c'était une famille, c'était un choix. Et c'était plus fort que n'importe quel lien du sang ne pourrait jamais l'être.